nous avons la grande chance d'accueillir Fabrice Midal. Fabrice Midal est un philosophe, écrivain, un des principaux enseignants de la méditation en France, et pas que en France. Il est le fondateur de l'École occidentale de méditation, où il œuvre à transmettre la pratique de la méditation dans une perspective laïque. Il est l'auteur de très nombreux livres, nombreux articles, où il montre comment la méditation ouvre un nouveau rapport à la pensée, à l'art, à l'éthique. Fabrice Midal se tourne très tôt vers le bouddhisme et étudie auprès de nombreux maîtres de la tradition tibétaine. À 20 ans, il découvre pour la première fois Trungpa, j'espère ne pas trahir la façon dont c'est prononcé, dont il étudie les enseignements. Passionné de méditation, il se rendit pendant 7 ans au cours, en tant qu'auditeur libre, au cours de philosophie de François Fédier. Nous venons également d'échanger sur la philosophie heideggerienne, qui évidemment François Fédier est un des experts. Et il a beaucoup évidemment influencé sa pensée. En 1999, Fabrice Midal obtient un doctorat de l'université Panthéon-Sorbonne, dont la thèse porte sur le sens du sacré dans les œuvres modernes. Aujourd'hui, nous avons demandé à Fabrice Midal de venir pour nous expliquer et nous parler de ce qu'est la méditation, pourquoi la méditation, dans quelle mesure elle a un rôle dans notre vie, ou pourquoi pas. Il est toujours évidemment, ce thème de la méditation, toujours dans l'optique de ce que l'on a appelé dès le début de la semaine la transdisciplinarité. À la place de Fabrice Midal, l'an passé, nous avions un concert punk. C'est très différent. Et ça reste toujours évidemment sur l'appropriation possible du travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Toutes ces dimensions-là vont être expliquées par Fabrice Midal et avec ce que nous avons demandé de réaliser pour la première fois en France, en tout cas, la plus importante séance de méditation pour des étudiants. Fabrice Midal, c'est un très grand honneur pour nous de vous recevoir. Merci infiniment. Bonjour. Donc, je vais vous dire quelques mots sur la méditation, puis après on essaiera de faire quelques exercices de méditation. À peu près, je crois que, pour commencer, je crois que beaucoup des idées que vous avez sur la méditation, on va essayer de les lever, parce qu'elles sont souvent il y a beaucoup d'idées sur la méditation qui sont assez malheureuses. On a l'impression qu'aujourd'hui, la méditation, c'est pour être zen, et on a l'habitude en général, quand il y a un journal qui fait sa une sur la méditation, de voir une jeune femme à moitié dénudée, qui est en général dans cette position-là, un peu éthérée. Et en fait, c'est pas du tout ça, la pratique de la méditation. Et je vais essayer de vous guider, de vous montrer un peu mieux ce que c'est. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'on vous propose de pratiquer la méditation. La première raison, c'est que la méditation est complètement inutile. Ça ne sert absolument à rien. Et donc, comme tout le temps, les choses servent à quelque chose, d'avoir un moment où il y a un temps qui ne sert à rien, c'est un peu déconcertant, mais sans doute tout à fait salutaire. C'est salutaire parce que, au fur et à mesure du temps, tout doit servir, et donc on est pris dans un certain rythme qui finit par nous empêcher d'être en rapport à ce que nous sommes, d'avoir de la créativité, pouvoir anticiper ce qui nous arrive, pouvoir être en rapport à nos émotions, pouvoir avoir de l'intuition, etc. Et ça devient un problème absolument majeur. Ce qui fait que la méditation arrive aujourd'hui, c'est tout à fait nouveau. Il y a 10 ans, on ne m'aurait pas invité à venir présenter la méditation, mais de la même manière qu'au XXe siècle, on a découvert le sport. Parce que nos arrière-grands-parents qui vivaient à la campagne, ils n'avaient pas besoin de faire des cours de gymnastique pour être en forme. Leur vie, leur mode de vie faisait qu'ils étaient tout le temps en mouvement. Mais nous, à force de rester citadins, au XXe siècle, on a découvert que c'était quand même un problème, qu'il fallait trouver une manière de lever ce problème, et on a inventé les cours de gymnastique et le sport. Au XXIe siècle, on se rend compte qu'avec tout le rythme de vie que nous vivons, les nouvelles technologies, les SMS, on dit qu'en moyenne, un adolescent américain envoie 100 SMS par heure.
Quand on demande à quelqu'un dans une entreprise, tous les combien de temps il regarde ses mails, les gens ont tendance à répondre toutes les heures. Quand on a un appareil pour regarder, c'est toutes les 6 minutes. Donc ça donne une fragmentation de l'attention et une dispersion qui fait que ça pose beaucoup de problèmes. Et donc la découverte de la méditation et le fait que la méditation rentre de manière massive dans les entreprises, particulièrement aux États-Unis, répond à ce phénomène. En France, on est au début d'un mouvement, et je crois qu'on comprendra la méditation quand on comprendra que méditer, c'est pas différent, c'est pas plus compliqué, c'est pas plus bizarre que de se laver les dents. On se lave les dents, on ne se pose pas de questions, on ne réfléchit pas à ce que c'est bien pour nous ou pas, on considère juste ça comme un geste d'hygiène. La méditation va devenir aussi un geste d'hygiène. Bien sûr, elle vient de la tradition, la méditation que nous connaissons vient de la tradition orientale, elle s'est laïcisée, elle a été étudiée, on l'a étudiée scientifiquement, on comprend ce qui se passe, elle s'est rationalisée. Et bien sûr, à sa source, elle a une dimension profonde, une dimension spirituelle, qu'il ne s'agit pas forcément de nier, mais il y a un élément de méditation qui est vraiment tout à fait simple. Prendre ce temps d'entrer en rapport à ce qui se passe exactement comme cela se passe. Et ça, c'est le point crucial. La troisième raison qui peut justifier le fait que nous allons pratiquer la méditation, c'est le manque de présence. On apprend plein de choses dans la vie, on apprend beaucoup de savoir-faire, on apprend beaucoup de techniques, mais il y a quelque chose qui fait souvent défaut, c'est la présence. Pourtant, si vous passez un entretien d'embauche, un examen important, souvent, ce qui va être décisif, c'est ce qu'on appelle très justement en français la présence d'esprit. Comment on cultive la présence d'esprit ? Comment on cultive cette capacité à être vraiment synchronisé avec soi, synchronisé avec la situation, être vraiment présent. Et la méditation a vraiment à voir avec cela. Et donc, la méditation n'est pas un travail intérieur. On a beaucoup l'idée que la méditation serait une sorte de travail intérieur. Quand j'ai commencé à méditer, ce n'était pas du tout connu, donc j'étais un peu... Je n'osais pas le dire à mes parents que je pratiquais la méditation. C'était avant que le Dalai Lama ait le prix Nobel de la paix. Et alors quand j'ai fini par le dire à mes parents, ils étaient tout à fait inquiets. Ils ont cru que le pauvre, il pratique la méditation, il doit être entré dans une secte. Donc ils ont téléphoné aux renseignements généraux. Et après, ils disaient, mais pourquoi tu passes ton temps à regarder ton nombril ? Et c'est tout à fait une mécompréhension de la méditation. Et c'est vraiment important de comprendre que méditer, je crois qu'il y a 3 idées fausses. La première idée fausse, c'est celle-là. Méditer n'est pas un travail intérieur. C'est désobstruer notre rapport de présence au monde. C'est apprendre à être présent. Apprendre à avoir cette présence d'esprit, cette ouverture au monde, cette ouverture aux autres, plutôt qu'un travail intérieur. Ça, c'est la première idée fausse. La deuxième idée fausse, c'est que méditer consiste à faire le vide dans la tête. On a l'impression que méditer, c'est comme on prend tous les trucs qui traînent dans son ordinateur, on appuie sur le clic pour le mettre à la poubelle et ça disparaîtrait. Donc méditer, on ferait le vide dans la tête. C'est pas du tout ça. C'est entrer en rapport au présent, exactement tel que c'est. Et troisièmement, méditer ne conduit pas à l'éviter. Je ne sais pas si certains d'entre vous espéraient pouvoir l'éviter à la fin de la séance, ça ne marche pas non plus. Donc vous ne ferez pas le vide dans la tête, vous ne l'éviterez pas, et ce n'est pas un travail intérieur, c'est un travail d'ouverture. Donc je reprends dans les raisons pourquoi la méditation pourrait avoir un sens. La présence. Le point suivant, le quatrième point, c'est retrouver plus de bienveillance. On se rend compte aujourd'hui que nous manquons profondément tous de bienveillance. Il y a une manière qu'on a, dès qu'on fait quelque chose, de se critiquer en permanence. Et il y a beaucoup de recherches qui sont faites aujourd'hui, particulièrement au Planck Institute de Berlin et à l'université de Stanford, sur des protocoles de développement de la méditation autour de la bienveillance. Et on voit les extraordinaires vertus que ça a
particulièrement pour plein de difficultés particulières. Le manque de bienveillance, c'est-à-dire le découragement, une forme j'allais dire haine de soi, mais c'est trop fort, mais de manque de bienveillance envers soi et les autres, une forme de dureté. Ce serait peut-être mieux, cette forme de dureté. La méditation peut aider, et c'est d'autant plus important qu'on voit aujourd'hui les problèmes intenses de stress, de dépression et de burn-out. Vous savez, c'est quand même un des paradoxes. Je suis sûr, vous parler, un des paradoxes de nos sociétés. Tout, disons, on pourrait dire, le logiciel de l'Occident reposait sur l'idée que la croissance économique allait apporter une certaine prospérité et un mieux-être. Et depuis 20 ans, toutes les enquêtes montrent que les gens, alors que objectivement leur niveau de vie augmente, se sentent plus mal. Que le niveau de dépression a augmenté de manière considérable, le taux de suicide chez les jeunes a augmenté de manière considérable. Donc c'est des inquiétudes tout à fait centrales. Et la méditation, et particulièrement la pratique de la bienveillance, joue un rôle et pourrait jouer un rôle majeur par rapport à ce grand problème. Et le dernier point, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance, la méditation a beaucoup à voir avec retrouver un sens de confiance. La notion de confiance est un peu mal comprise parce qu'on a tendance à penser tout de suite à confiance comme confiance en soi, ce qui, à mon avis, est un peu erroné. Est-ce que moi, j'ai confiance en moi en vous parlant? Non. Mais j'ai confiance dans ce que j'ai à dire. On peut avoir confiance dans ce qu'on a à dire, dans ce qu'on a à faire, dans ce qui nous appelle. On peut avoir confiance dans la vie. Et donc c'est ce paradoxe-là qui est au cœur de l'expérience de la pratique de la méditation, puisque la pratique de la méditation repose sur une ouverture à quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et qui n'est pas pris dans un sens purement utilitaire. Elle nous met en rapport à la confiance. Donc voilà quelques éléments, mais je crois qu'il serait au fond très bien de commencer tout de suite par faire une première petite expérience de pratique de la méditation. Il faut vraiment que juste en dernier préalable, parce que je vous dis que vous n'allez pas l'éviter, vous n'allez pas le faire vite dans la tête, mais ce n'est pas une expérience agréable, la pratique de la méditation. Donc ça ne sert à rien, et en plus, ce n'est pas agréable. Ça, c'est vraiment important, comme ça, personne ne peut être déçu. La confusion vient du fois qu'on a l'impression que la méditation, c'est une forme de relaxation. Mais la méditation n'est pas une forme de relaxation. Si vous voulez vous détendre, il y a plein de manières. Vous pouvez vous faire masser, prendre un bain chaud. Mais la méditation, c'est une forme d'intelligence de la situation, d'ouverture intelligente à la situation. Et pour vous faire comprendre bien la différence, je vais vous présenter les deux attitudes. Vous êtes énervé, ou vous avez mal au dos, ou vous avez une irritation. Si vous voulez vous détendre, vous allez essayer de faire des exercices, ou comme je vous ai dit, vous masser, prendre un bain chaud, enfin plein de manières pour essayer que la tension disparaisse. Dans la méditation, on ne fait rien, on entre en rapport à ce qui se passe avec curiosité. C'est un rapport d'intelligence. On essaye de regarder simplement, d'entrer en rapport au présent et de voir la tension. On n'essaye pas de la changer, on n'essaye pas de la transformer, on n'essaye pas de l'enlever. Et donc la méditation, c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui connue en France comme notion de pleine conscience, même si à mon avis c'est une erreur de traduction, puisqu'en anglais c'est mindfulness, mais peu importe, pleine conscience, on voit bien qu'il s'agit d'un travail qui est plus un travail d'intelligence. Sans doute il faudrait parler de présence attentive, c'est un travail d'attention, de présence attentive, ce n'est pas un travail de détente. Donc ne vous inquiétez pas, si à la fin de la séance vous êtes encore plus tendu qu'avant, ce n'est pas mauvais signe. Donc vous n'avez rien à chercher, rien à réussir, rien à accomplir. Vous pouvez juste complètement faire l'exercice et je ne mettrai pas de notes à la fin pour savoir si vous avez bien ou pas bien pratiqué. Donc vous pouvez le faire en toute tranquillité. La première chose que nous avons besoin pour pratiquer, c'est de s'asseoir. Et je vois que vous avez déjà tous réussi la première partie de l'exercice. Donc c'est déjà très bien. Et on va corser un peu la chose. On va essayer de s'asseoir sans s'appuyer sur le dossier. Ah non, mais c'est en silence, hein. C'est pas du tout. Vous pouvez vous redresser sans avoir besoin de parler à personne. Je pense que quand même,
c'est possible. Vos pieds touchent le sol et les mains sont posées sur les cuisses et votre tête est dans l'axe du corps. C'est très déconcertant qu'on parle de méditation et qu'on doit faire quelque chose corporellement. C'est déconcertant pour nous parce que nous avons un grand mépris pour le corps et nous pensons que la manière dont on se tient n'a pas d'influence sur notre esprit. On a des fois l'impression que le corps, c'est comme une chose qu'on doit porter, on doit répondre à ses besoins. Mais on a beaucoup de mal à sentir que pour être présent, il faut être présent corporellement. Donc on pratique dans une posture qui nous rend alerte. Et c'est pour ça qu'on est dans cette posture-là. Donc je reprends, vous êtes assis, vous sentez votre bassin se poser sur la chaise, vous ne vous appuyez pas sur le dossier, votre tête est dans l'axe du corps, et vous pouvez baisser votre regard juste devant vous, sans baisser la tête, juste votre regard regarde vers le bas. Vous pouvez fermer les yeux comme vous voulez, mais sans doute l'idéal c'est de juste baisser les yeux. Vous baissez les yeux pour limiter votre champ visuel et avoir moins de dispersion. Et vous n'avez rien d'autre à faire. Vous ne faites rien. Vous ne faites absolument rien. Vous êtes juste là, assis, sans rien faire. Et c'est tout à fait déconcertant parce qu'on ne prend jamais le temps de juste s'arrêter, d'entrer en rapport à la vie en soi, en la vie dans le monde. Donc si vous pouvez ne pas bouger et ne pas parler. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est un grand défi. Mais c'est important qu'on le fasse tous pour permettre à chacun de faire l'expérience. Vous ne faites rien. Vous êtes juste là, assis, posé, présent corporellement. Mais même si vous ne faites rien, vos perceptions sensorielles sont ouvertes. Vous entendez ma voix, vous entendez d'autres sons. Vous sentez le contact de vos mains sur vos cuisses, de vos pieds sur le sol, des vêtements sur votre peau. Par les pores de votre peau, vous sentez la température de l'air. Vous voyez, c'est tout à fait étonnant. Même si nous ne faisons rien, nos perceptions sont ouvertes et nous mettent en relation au monde. C'est ça que je disais tout à l'heure, ce n'est pas un travail d'intériorité. Dans ce travail de la méditation, nous retrouvons notre ouverture primordiale aux choses, au monde, aux autres, à la vie. Et vous remarquez peut-être que même si vous ne faites rien, vous respirez, vous n'avez rien à faire, simplement en étant vivant, vous respirez. Et c'est tout à fait étrange, mais simplement en respirant, vous maintenez toutes vos fonctions vitales. Et donc, d'une certaine manière, simplement en respirant,
vous dites oui à la vie en vous. Donc vous êtes là, vos perceptions sensorielles sont ouvertes, vous n'avez rien à réussir, rien à accomplir, vous n'avez pas à changer ce qui se passe. Vous pouvez juste être exactement tel que vous êtes maintenant. Et naturellement, vous respirez, vous n'avez rien à faire pour respirer, vous ne changez pas votre respiration. Je ne vous demande pas de faire un exercice pour respirer particulièrement, mais vous êtes juste présent à votre respiration. Et sans doute, vous avez peut-être des gênes physiques, il y a des endroits où vous avez peut-être envie de bouger, mais vous restez immobile. Sentez juste si vous avez des gênes, vous avez envie de... Vous avez des pensées qui viennent, des émotions, peut-être ça vous irrite, vous trouvez ça étrange, vous pensez à autre chose, vous avez faim. Quel que soit ce que vous ressentez, vous en faites l'expérience là maintenant, vous ne jugez pas, vous n'en faites pas de commentaires, vous n'analysez pas ce que vous vivez, vous ne rejetez pas, vous ne cherchez pas à vivre une expérience particulière, juste ce qui est, vous en faites simplement l'expérience dans le moment présent, exactement tel qu'il est. Vous entrez simplement en relation avec ce que vous ressentez, exactement comme vous le ressentez, sans rien chercher à changer. Inévitablement, on pense à plein de choses, on n'est plus du tout présent, ça n'a aucune importance. Vous êtes juste présent à ce qui se passe et vous êtes présent au fait que vous avez plein de pensées, que c'est très difficile de rester présent, ou à n'importe quelle émotion ou sentiment. Vous êtes juste là, simplement. Voilà pour le premier exercice. Quand vous êtes prêt, vous pouvez rouvrir les yeux si vous les avez fermés.
Si vous avez besoin de bouger un peu, vous pouvez bouger un peu. Je vais vous guider dans d'autres exercices tout à l'heure, mais peut-être on pourrait dès à présent, si vous avez des questions, je pourrais peut-être prendre quelques questions qui peut-être permettront de préciser certaines choses sur la pratique. Ou si vous avez juste quelque chose... Plusieurs questions. Bonjour. Si vous pouvez juste me donner votre prénom. Alors, je m'appelle Johan. Et ma question, en fait, c'est que pendant l'exercice de méditation, je trouvais que c'était compliqué de respirer de manière... Enfin, ma respiration, elle ne se faisait pas du tout naturellement. En fait, il fallait que je la contrôle. Parce que sinon, en fait, j'arrêtais de respirer. Ça, c'est tout à fait étrange, parce qu'en règle générale, vous n'avez aucun problème à respirer. Non, ça va. De manière naturelle, ça va. Normalement, je pense pas Eh trop. bien, c'est pareil. Il ne faut pas y penser. Vous êtes juste légèrement attentif. Je comprends très bien ce que vous dites. C'est que il y a trop vous avez fait beaucoup trop d'efforts. Si on regarde trop consciemment ce qu'on essaye de faire, on commence à paniquer. Et donc, il vaut mieux que ce soit juste, vous remarquez que vous respirez, c'est tout. Vous ne changez rien, vous ne faites rien. Vous avez fait juste un peu trop. Vous savez, c'est comme quand on court et on joue au ballon, puis d'un seul coup, on essaie de voir comment on fait, on n'y arrive plus. Il y a quelque chose qui doit être spontané. Et donc, la méditation n'est pas là pour perdre cette spontanéité, juste d'être un peu plus présent. Donc, on va recommencer et j'espère que ce sera plus facile. Faites moins d'efforts. Merci. Une question là-bas et après il y a deux questions tout au bout. Oui, bonsoir, je suis Samuel. Est-ce qu'il y a une fréquence pour faire les différents exercices? Est-ce qu'on doit les faire le matin, le soir, je ne sais pas. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire après. Chacun peut faire absolument comme il veut. Mais peut-être, je répondrai ça à la toute fin de la présentation, ce que vous pouvez faire. Essayons pour l'instant de voir un peu ce que c'est. D'accord. Mais je n'oublie pas votre question. Je conclurai là-dessus. Bonjour, je m'appelle Ada. En fait, là, en principe, on a fait un exercice de méditation. Donc, je voudrais savoir juste l'intérêt de ce qu'on vient de faire. On est resté environ 5 minutes. Personnellement, je n'ai pas réussi à me concentrer. J'ai jamais dit qu'il faut se concentrer. Au contraire. Surtout, ne vous concentrez pas. J'ai dit, ne faites rien. Donc, j'ai dit, ne faites rien. Et vous me dites, j'ai pas réussi à me concentrer. J'ai dit, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à réussir. Donc, surtout, ne vous concentrez pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas réussi à suivre vos consignes. Donc, je n'ai pas réussi à rester immobile. En fait, je veux juste savoir l'utilité comme ça. Ça ne sert à rien. Quelle est l'utilité? Il n'y en a aucune. Parce qu'une vie humaine ne peut pas être une vie où tout est pris par l'utilité. Donc s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que vous partiez de là en disant « Mais est-ce que poser la question à quoi ça sert est une question légitime? À quoi ça sert d'aimer quelqu'un? À quoi ça sert de prendre soin de quelque chose? À quoi sert la beauté? À quoi sert tout ce qui est à quoi sert la liberté? Tout ce qui est important est hors du champ de la pure rentabilité. La pure rentabilité, à quoi ça sert, nous empêche de comprendre ce qui est vraiment efficace. Ce qui est vraiment efficace ne répond pas à la question à quoi ça sert. Donc la méditation peut-être est là pour vous délivrer de cette question. Et ça, si jamais la méditation réussit à vous libérer de cette question, ce sera extraordinaire. Vous serez complètement libéré. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est ce que j'essaie de présenter dans mon introduction en disant ça rend plus présent, ça nous désobstrue dans le rapport au monde, donc là, ça développe plus de bienveillance, ça développe plus de confiance et ça permet d'avoir un rapport où on est un peu moins prisonnier, stressé par l'intensité du rapport disons, un des cœurs du problème, c'est qu'aujourd'hui, pour des tas de raisons, notre attention est volée. L'ensemble de notre attention est volée, le téléphone. On reçoit des emails, des textos, la publicité, etc.
Et la capacité que nous avons d'être libres, de pouvoir penser par nous-mêmes, de pouvoir prendre une décision, est aujourd'hui gravement menacée. Une des grandes questions qui est aujourd'hui, c'est que comment préserver notre capacité d'attention quand elle est prise en otage? C'est une des grandes questions pour l'avenir de la démocratie. Quand on voit le coût aux États-Unis des campagnes électorales, des coûts publicitaires des campagnes électorales, on se demande quelle est la liberté, qu'est-ce qui reste de la démocratie comme espace où les gens peuvent voter à partir d'une capacité à pouvoir choisir, à pouvoir penser, à pouvoir décider en eux-mêmes. Donc on peut dire que la méditation, si vous voulez, à quoi ça sert? À sauvegarder la possibilité d'être libre. Fabrice, est-ce que je peux compléter la question et les deux autres questions juste avant? Parce que vous ne questionnez pas finalement la question d'entraînement, la nécessité de l'entraînement. On peut comprendre que pour la première fois, quand on médite, on se retrouve bloqué, ou finalement notre thorax, ou l'endroit va nous empêcher de respirer. L'utilité ou l'inutilité, on peut la comprendre. En même temps, est-ce qu'il y a besoin d'un certain nombre de séances, ou un certain nombre d'heures ou d'entraînement pour pouvoir ressentir quelque chose? Rien. Il n'y a rien à ressentir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à ressentir. Il n'y a pas d'entraînement. C'est bien sûr... D'un point de vue, bien sûr, il y a un entraînement. Ce n'est pas en 3 minutes que vous allez comprendre la méditation. C'est un entraînement. Si ça vous parle, évidemment, il y a un entraînement. Si quelqu'un veut jouer de la musique, il ne va pas savoir jouer de la musique tout de suite. Il y a un entraînement. Donc c'est tout à fait vrai, et vous avez raison de le souligner. Mais c'est légèrement dangereux de parler comme ça, parce qu'il y a vraiment, je crois, prendre très au sérieux la possibilité que le fait de ne rien faire est un espace de transformation radicale. Et ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre de notre culture et qui est aujourd'hui redécouvert dans la méditation, mais c'est aussi le propre de l'hypnose aujourd'hui, c'est le propre de ce que disent beaucoup d'artistes, c'est le propre de ce qu'on découvre par rapport à la question de la créativité. Donc il y a plein d'espaces où on se rend compte que le paradoxe, c'est en arrêtant de faire quelque chose, ça donne un espace de transformation. Mais c'est aussi ce qui est découvert par la plupart des thérapies, des relations, beaucoup de problèmes de relations sont pensés comme ça, et c'est une question centrale par rapport aujourd'hui, comme je disais, à la menace qui est faite à notre capacité de faire attention. Donc je ne voudrais pas, ce qui est juste en parlant du fait que l'attention est comme un muscle et que ça se travaille, et c'est absolument clair. Dans la méditation, il y a un aspect... Il est temps que vous appreniez à muscler votre attention. On ne peut pas abandonner notre attention comme elle est faite aujourd'hui. C'est une question absolument centrale. Et d'ici 10 ans, 20 ans, tout le monde pratiquera la méditation. Ça sera très naturel. Et on le voit déjà pour les enfants. Aujourd'hui, l'endroit où la méditation se déploie de manière absolument phénoménale, c'est pour les enfants, parce que le problème majeur des enfants, c'est le manque d'attention. Et donc, en quelques minutes, on apprend aux enfants à redécouvrir comment faire attention. Donc ça a un espace de transformation extrêmement profond et saisissant. Et donc comme les enfants vont pratiquer, ça va convaincre, ça montrera aux autres que c'est ordinaire, que c'est simple. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi simple que de se laver les dents. Donc, mais on va... Donc voilà, c'est ça que je... Donc bien sûr, il y a une capacité d'entraînement, et c'est juste, mais je crois que c'est important de bien prendre... conscience de l'extraordinaire paradoxe. Alors le paradoxe, il est un peu surprenant quand je parle de la méditation, mais quand on parle, pour des gens qui ont des difficultés et de toutes les formes de thérapie, on comprend bien, on comprend peut-être mieux que le mouvement de la thérapie, ce qui entraîne le changement, c'est pas de répéter toujours la même chose, c'est de faire un moment d'arrêt. Il y a un arrêt qui permet d'arrêter un mécanisme dans lequel on est enfermé et qui nous empêche de pouvoir prendre une décision, de pouvoir se renouveler les choses. Et donc, au cœur de l'expérience de la méditation, il y a l'idée on arrête, mais en arrêtant, on ne fait pas rien. Vous avez ce qui est absolument central, c'est en ne faisant rien, nous retrouvons comment notre perception sensorielle nous ouvre au monde, nous retrouvons comment la respiration est une manière pour nous d'être en rapport à la vie, et nous apprenons comment nous relier à toutes les difficultés, toutes les émotions et tout ce qui nous arrive. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, il y en avait une en anglais. Bonsoir, monsieur. I'll have to speak in English. Yes. I'm an Indian, and I have always resorted to spirituality and meditation whenever I'm stressful.
You just said half an hour back that whenever you're going to meditate now and think of it as uselessness and like don't think as useful. But whenever I'm stressful, whenever I resort to spirituality and meditation, I am always relaxed and I go into a different world. I would like you to explain the reasoning behind why you think like. Parce que c'est une très bonne question. Ah oui, mais tout le monde comprend l'anglais, j'imagine, oui. La question c'était pourquoi je dis que ça sert à rien alors que monsieur pratique la méditation et quand il est stressé, pratiquer l'aide beaucoup. Vous avez raison. Mais pédagogiquement, c'est pas mal de dire que ça ne sert à rien parce que ça, le cœur de l'expérience de la méditation, c'est on s'ouvre sans condition au moment présent et c'est cela qui nous transforme. Si on dit méditez, vous devez ressentir telle chose, alors on va paniquer encore plus. Déjà, j'ai dit qu'on faisait rien. Déjà, première réponse, j'ai l'impression que je ne peux plus respirer. Puis deuxième réponse, mais je ne réussis pas du tout à me concentrer. Donc si je dis méditez, vous allez devoir faire ça, ça ne marche pas du tout. C'est une bonne manière en général de faire. Si on dit à quelqu'un ne vous détendez pas, il se détend beaucoup plus que si vous lui dites détendez-vous. Ouais, parce que l'injonction de se détendre nous crispe énormément. Donc ne vous détendez pas, il y a peut-être une chance que vous vous détendiez un peu. Donc ça c'est premier point, mais très profondément, quel est le mouvement central de la méditation, qui est aujourd'hui particulièrement bien étudié par les neurosciences. Ce qui est absolument fascinant, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences comprennent bien précisément ce qui se passe dans la méditation. Ce qui se passe dans la méditation, c'est qu'on entre en rapport à ce qui se passe exactement comme ça se passe. Par exemple, quand il y a une expérience de douleur, on a beaucoup travaillé sur la manière dont la méditation aide par rapport à la douleur, ce n'est pas l'air du cerveau qui crée une autre réalité. Par exemple, je souffre, j'essaye de penser à autre chose et d'éviter la douleur. Pas du tout. J'entre en rapport à la douleur, je laisse la douleur être, mais elle prend une autre ampleur, elle est dans un autre contexte, elle est là, mais ça ne me gêne plus de la même manière. Donc c'est vraiment ça, le mécanisme, disons, neurologique de la méditation. Et on voit bien que le mouvement de la méditation, c'est on entre en rapport au présent exactement tel qu'il est, sans rien chercher. Cela nous transforme. Mais si je dis, vous allez vous transformer, vous n'allez plus faire l'expérience. Donc ça, c'est la deuxième raison. L'expérience centrale, c'est est-ce que la méditation va vous transformer si vous êtes prêt à entrer en rapport à ce qui se passe exactement tel que ça se passe. Et ce qui est déconcertant, vous êtes en colère, ou vous êtes tendu. Vous avez tendance à essayer de trouver une manière de ne plus être tendu et de ne plus être en colère. Dans la pratique de la méditation, vous entrez en rapport à votre colère exactement telle qu'elle est. Vous ne faites rien. Vous entrez en rapport au moment présent. Vous respirez, vous êtes là, et ça va changer votre rapport à la colère de manière très profonde. Mais si vous dites « je veux changer la colère », d'abord, vous n'allez pas du tout réussir à la chasser, et vous allez encore être plus en colère d'être en colère, etc. etc. Et donc, la méditation est extrêmement éclairante pour comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, et c'est pour ça que les neurosciences l'étudient aussi finement. Bonjour monsieur, Louis. Au début, vous nous avez précisé que la méditation n'était pas de la relaxation. Et sur cet exercice, est-ce que vous considérez encore que la méditation n'est pas de la relaxation? Parce que vous avez demandé de nous poser, de baisser nos yeux pour vraiment ne pas être déconcentrés, donc au final s'approcher de ne penser à rien ou penser à d'autres choses effectivement, mais on est vraiment dans un moment où, enfin, personnellement, j'ai failli m'endormir. Donc je vois ça comme de la relaxation. Et, non, et pourquoi en fait c'est différent? Ce n'est pas un exercice de relaxation parce que je vous ai pas demandé de vous relaxer, je vous ai demandé de ne rien faire. C'est complètement différent. Vous n'avez pas à atteindre quelque chose, vous n'avez pas besoin de vous détendre. Vous avez besoin d'être juste présent à ce qui est exactement tel que c'est. Si je voulais vous détendre, j'aurais pu vous dire respirez, pensez au bord, dans les grands exercices de relaxation par exemple, pensez que vous êtes au bord de la mer et que vous entendez le bruit des vagues et vous vous enfoncez profondément dans votre chaise. Voilà, ça, ce serait un exercice de relaxation. Et ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez pas la différence? Non, j'ai un peu du mal, mais très bien. Enfin, en fait, étant donné que personne ne parle, il n'y a pas de bruit, on n'est pas attentif à autre chose,
Oui. Je pense que de façon générale, pour ma part, je ne sais pas, mais ça détend. Oui, On a mais tendance à se détendre naturellement sur un exercice que la comme ça. méditation vous détende, aucun problème. Que vous, ça vous détende, que monsieur ait du mal à respirer, ou que monsieur ne réussit pas à faire l'exercice, ça ne change rien. Ça n'a aucune importance. Quelle que soit l'expérience que vous avez, c'est l'expérience que vous avez. Nous n'essayons pas d'atteindre une expérience particulière. On essaye de s'ouvrir simplement à l'expérience que nous vivons exactement telle qu'elle est. Donc on ne cherche pas un état particulier, on cherche à être présent à ce qui est. Vous avez envie de vous endormez, vous entrez en rapport au fait que vous vous endormez. Et la réaction première, c'est que l'idée de ne rien faire nous panique. Je ne sais pas si vous avez vu, quand on a dû faire une minute de silence, en général, la minute de silence, elle dure 15 secondes, et on le voit, les gens, ils sont déjà terrorisés que ça dure 15 secondes. Et qu'est-ce que ça veut dire, un monde dans lequel on ne peut pas rester quelques minutes en silence, normalement? Ça, des fois, nos arrière-grands-parents, ils regardaient le feu de cheminée, ils disaient rien, ils n'avaient pas besoin de faire une photo immédiatement pour l'envoyer à leurs camarades. On n'a pas l'impression qu'ils étaient des mystiques éthérés. C'était absolument normal. Et on a perdu cette capacité-là de rester quelques minutes sans rien faire, en étant juste présent. On a juste besoin de réapprendre ça. Donc quelque chose de très ordinaire. Ça, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une forme de relaxation, c'est parce qu'on ne cherche pas un état particulier. On essaye d'être simplement présent à ce qui est. Mais il faut juste abandonner l'idée que vous devez vivre une expérience particulière. Si vous vous endormez, vous vous endormez. Ça n'a aucun problème. Vous avez l'impression que si vous endormez, vous ne réussissez pas à faire l'exercice. Vous avez l'impression que si vous ne pouvez pas bien respirer, vous ne pouvez pas faire l'exercice. C'est ça l'exercice. C'est vous entrez en rapport à ce qui est. La vie ne sera jamais toute rose. Dans la vie, vous allez avoir des difficultés. Comment vous vous reliez aux difficultés? Vous apprenez qu'un de vos amis est très malade. Vous apprenez que vous avez quelque chose supplémentaire à faire que vous n'avez pas prévu, vous allez devoir passer votre nuit à travailler. Comment vous faites? La méditation nous aide à faire face à ça. On ne rentre pas dans une bulle confortable, c'est vrai que ce n'est pas une relaxation. On entre en rapport à ce qui se passe. Vous êtes endormi, vous entrez en rapport au fait que vous êtes endormi. Mais c'est complètement différent. Ce n'est pas un sorte de trip pour essayer d'être cool, c'est une manière d'essayer d'entrer en rapport à ce qui se passe, que ce soit simple, triste, ennuyeux, etc. Si j'ai bien compris, le but de la méditation, peut-être pas de cet exercice, mais de la méditation, ça serait d'être présent au moment... Présent tel qu'il est, quel que soit ce qui se passe. Donc si vous êtes submergé par des pensées, plein d'émotions, ça c'est être présent. D'accord. Et du coup, j'étais en train de me demander si une prière ne pouvait être considérée comme un exercice de méditation. En général, dans une prière, on parle à quelqu'un, on demande quelque chose à quelqu'un. Dans la méditation, on ne fait rien. Donc, il n'y a pas beaucoup de rapport. Okay. Vous avez rapidement évoqué les neurosciences et je voulais savoir si, j'imagine qu'il y a eu des mesures de l'activité, je ne sais pas si le mot convient, mais des mesures d'activité du cerveau au moment où on fait ces exercices. Et j'aurais voulu savoir justement ce que ça donnait. Alors, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont lieu dans la plupart des hôpitaux. Maintenant, il y a plus d'une centaine d'universités dans le monde qui font des recherches sur le cerveau. Alors évidemment, Mathieu Ricard a été sans doute le cerveau le plus étudié. Je crois qu'il est très content de s'être plié à tout ça, mais il me disait qu'il voulait quand même arrêter un peu. Mais il a fait beaucoup d'enquêtes. Parce qu'on essaie vraiment de comprendre pourquoi ça change autant. Donc, parce que, par exemple, on a découvert que la méditation permettait d'éviter la rechute de la dépression de 50%. On a vu que la méditation évitait le ralentissement du vieillissement. J'aurais pu répondre ça à la question à quoi ça sert. Donc on a vu tout. Donc on essaie de comprendre. C'est très impressionnant tout ce qu'on découvre au fur et à mesure des effets de la méditation. Et donc j'ai raconté certaines choses qu'on voit dans le cerveau, comme le fait par exemple que les aires du cerveau qui sont actionnés sont des aires qui... On n'évite pas la situation, mais il y a plus, comme il y a plus d'espace, il y a plus de présence. Donc après, on voit aussi en termes d'hormones, quelles sont les hormones que cette pratique suscite et pourquoi ça développe un sens de plus grande présence et de plus grande bienveillance. Donc voilà un peu résumé quelques-unes des recherches, ce qui fait que la méditation est beaucoup, par rapport à la question de la prière, est beaucoup plus maintenant du côté de la science que du côté du religieux. Elle est vraiment... Aujourd'hui, là je parle des étudiants, mais beaucoup de mes interventions maintenant sont auprès de médecins. Là, je pars bientôt faire un congrès auprès de médecins.
les deux endroits où la méditation s'introduit de manière vraiment majeure, c'est les écoles et les hôpitaux. Ça devient vraiment un phénomène central. Pour la France. Aux États-Unis, dans les entreprises, la méditation rentre de manière extrêmement importante pour développer l'intelligence émotionnelle et essayer de prévenir le burn-out, etc. Donc on va refaire une autre séance de pratique de la méditation qui va vous donner une deuxième chance. Mais je voudrais vraiment insister à nouveau sur l'idée que vous n'avez pas à vivre une expérience particulière. Si vous êtes tendu, vous n'arrivez pas à écouter ce que je dis, vous n'arrivez pas à être présent, ça n'a aucune importance puisque vous êtes présent à ce qui est, exactement tel que c'est. Donc vous allez reprendre la même posture. La première, on a fait une pratique un peu ultime, et là on va faire quelque chose d'un peu plus, un petit peu plus un entraînement d'attention. Alors, vous allez prendre le temps de vous asseoir. Et encore une fois, vraiment, prenez très au sérieux le fait que vous avez absolument rien à faire, rien à réussir. Mais cette fois-ci, pour nous aider à poser notre attention, vous allez d'abord commencer par porter attention plus particulièrement à vos pieds. Vous allez sentir juste vos pieds qui touchent le sol. Il s'agit juste d'entrer en rapport à la sensation que vous avez sans aucun commentaire, sans rien changer. Juste vous entrez en rapport à ce qui se passe. Vous sentez vos pieds. Puis vous sentez vos mollets. Encore, c'est la même attitude que nous avons développée depuis le début. Vous ne faites rien de spécial. Vous n'essayez pas de vivre une expérience particulière. Vous sentez vos mollets simplement, exactement comme ils sont. Peut-être c'est doux, peut-être il y a des tensions, peut-être vous ne sentez rien. Vous ne commentez pas, mais vous juste entrez en rapport à ce que vous ressentez. Vous sentez votre tibia. Vos genoux. Vos cuisses. Vos fesses. Le bassin. Prenez vraiment le temps d'explorer ce que vous ressentez.
le ventre, le dos, sentez vos omoplates. Est-ce que vous sentez la même chose dans l'omoplate gauche et ou dans l'omoplate droite ou pas? Le cou. La tête. Et essayez de sentir votre corps tout entier. Et voyez si vous êtes un peu plus présent ou pas. Donc, nous avons porté attention aux différentes parties de notre corps pour essayer de travailler un peu notre attention. Et maintenant, dans cette posture, nous allons porter une certaine attention à notre respiration, en essayant cette fois-ci d'être vraiment sensible à la manière dont l'air entre et l'air sort, de manière vraiment très, très légère. Ce n'est pas du tout un état de concentration, mais juste vous êtes attentif à l'inspire et à l'expire. Et peut-être vous pouvez essayer de sentir si comment l'air entre, meut votre corps, entre en vous, puis comment l'air sort. Donc il y a le mouvement d'inspire, puis le mouvement d'expire, l'inspire. Et s'il y a des pensées, des émotions qui viennent, vous êtes juste présent à ça et vous revenez dès que vous pouvez à juste sentir l'inspire et l'expire.
Voilà, et quand vous êtes prêt, vous pouvez rouvrir les yeux s'ils sont fermés, et si vous avez besoin de bouger, de vous étirer. Je crois qu'il nous reste 5 minutes. S'il y a quelques questions, vous êtes absolument bienvenus. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Laura. Je voulais connaître votre regard sur la notion de pleine conscience en marchant, pleine conscience en mangeant, par rapport à la méditation. Est-ce qu'on peut méditer en faisant quelque chose ? Alors, premièrement, donc la méditation a été traduite par le mot pleine conscience. Pour ma part, je pense que ce n'est pas une bonne chose, parce que en anglais, mindfulness, c'est comme ça que la méditation s'est appelée, et particulièrement le travail, disons, de John Kabat-Zinn, qui a fait tout un travail pour rationaliser la méditation, et à partir duquel on a fait toutes les études scientifiques de pointe. Il appelle ça mindfulness. Alors, mind, je ne sais pas si vous avez déjà été à Londres. À Londres, vous prenez le métro à Londres, c'est marqué Mind the Gap. Et Mind the Gap, ça ne veut pas dire conscience, ça veut dire faites attention à l'espace entre la rame et le quai. Et donc, mindfulness, c'est plutôt une pleine attention. Je pense que ce n'est pas par hasard que les Français ont traduit ça par pleine conscience. C'est un côté un peu trop intellectualiste des Français. Et je pense que c'est légèrement égarant parce que ce n'est pas une question de pleine conscience, c'est une question de pleine présence. Alors, la méditation, il y a un côté exercice. Ce qu'on a fait, c'est comme si on a fait un exercice, on a pris une sorte de microscope et on a commencé à essayer de regarder précisément qu'est-ce qui se passe quand on ne fait rien. On a tout simplifié. Donc pour reprendre la question de monsieur, on a tout simplifié, on a baissé le champ de regard, pas du tout pour essayer dans un état particulier, mais juste pour simplifier, pour mieux voir qu'est-ce que ça veut dire qu'être présent. Donc on a pris comme un microscope pour mieux regarder. C'est ça un des éléments que nous faisons. Et donc il y a un élément d'entraînement de la pratique de la méditation. Mais bien sûr, si on fait ça quelques minutes par jour, le sens, c'est d'essayer de développer cette présence dans tous les moments de notre vie et d'essayer d'être un peu plus présent. Et au fond, c'est tout simple. Si vous parlez à quelqu'un qui est en même temps en train de regarder son téléphone portable et d'envoyer des textos, c'est pas du tout la même chose que si vous parlez à quelqu'un qui vous regarde et qui est présent. Et ça, aujourd'hui, c'est bien vraiment une question, à nouveau, une question majeure. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être présent ? Mais c'est aussi une grande question de l'accompagnement des gens qui souffrent. Et comme je dis, moi, je travaille beaucoup dans le monde médical. Qu'est-ce que ça veut dire qu'accompagner quelqu'un qui souffre ? Et souvent, ne rien faire, mais d'être avec la personne sans vouloir tout de suite trouver une solution, c'est déjà une extraordinaire forme de soulagement. Et vous voyez, est-ce que l'infirmier qui donne parfaitement le médicament, qui fait l'acte qu'il doit faire parfaitement, mais qui ne dit pas un mot, c'est pareil que la personne qui le fait en étant pleinement présente, en disant bonjour, en étant avec la personne. Dans notre économie de rentabilité, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le temps que c'est fait. C'est ça que je dénonçais tout à l'heure, l'obsession de la rentabilité qui n'est pas si efficace que ça. Dans la méditation, on se rend compte que cette obsession de la rentabilité nous a fait perdre quelque chose de complètement central, qui est souvent très efficace, qui est juste cette capacité de présence. Et donc évidemment, vous mettez le doigt sur une question centrale. Si on méditait juste quelques minutes par jour puis que ça débouchait sur rien, ce serait très limité. Mais l'idée, c'est en réapprenant un sens d'ancrage dans le présent, que cette présence se développe tout au long de la journée. Donc de marcher en étant plus présent, d'entrer en rapport aux gens en étant plus présent. Juste, ça devient problématique si ça devient trop un truc de conscience. C'est-à-dire, si je dois manger en étant très conscient, ça peut devenir un truc un peu de contrôle plutôt que de confiance, de laisser être. Et donc, voilà, je trouverais ça un peu fabriqué. La beauté de la méditation, c'est d'apprendre quelque chose de très naturel. Donc on s'entraîne, mais l'idée, c'est que ça devienne naturel. Donc au fond, l'idéal, c'est que bien sûr, on apprenne à revenir au moment présent, mais simplement en méditant, on commence à redécouvrir le bonheur d'être présent. Alors peut-être certains d'entre vous ont pu toucher dans l'expérience
qu'on appelle parfois en anglais le body scan, de toucher les différentes parties de son corps en étant présent, qu'on découvre des tas de sensations qu'on n'a pas l'habitude et que notre corps devient plus présent à la fin. Peut-être vous avez vécu cette expérience. Et c'est tout à fait étrange, notre expérience est transformée par l'attention qu'on y met. Mais là, je vous donne une clé absolument incroyable. Simplement en portant attention à quelque chose, ça change la chose auquel on porte attention. Quelqu'un qui est malade, on lui est attentif, ça change le rapport, ça change la manière dont la personne se sent. Mais pour tout, c'est comme ça. Pour son corps, pour la nourriture, etc. Donc, vivre en étant plus présent, évidemment, change profondément le rapport et développe une attitude car vraiment, je crois qu'une des vertus une des vertus centrales sur lesquelles je n'ai pas encore assez mis l'accent, c'est que ça permet de développer beaucoup plus de bienveillance, de tendresse, ou si j'osais même d'amour bienveillant. C'est-à-dire, ça développe vraiment, comme vous entrez en rapport à la réalité sans vouloir entrer en guerre avec elle, puisqu'au fond, c'est ça qu'on a fait. Je dis, vous ne faites rien, vous entrez en rapport à ce qui se passe, vous êtes tendu, crispé, perdu, joyeux, vous êtes complètement présent, vous vous endormez. Vous regardez ça avec la même neutralité bienveillante, et donc vous commencez à développer beaucoup plus de bienveillance. Et évidemment, cet exercice de quelques minutes, l'idée, c'est si on le fait régulièrement, ça va infuser dans votre vie et développer plus de bienveillance. Et moi, j'enseigne beaucoup de séminaires et de journées pour apprendre à méditer. Et une des choses que les gens disent quand je leur demande 2-3 mois après qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, c'est souvent ce regard plus bienveillant, moins dur sur eux-mêmes et sur le monde que la méditation leur apporte. Mais ça me permet j'avais dit que je finirais mon intervention sur dire ce que vous pouvez faire. Si vous voulez continuer la pratique de la méditation, c'est très bien d'essayer de pratiquer, comme on l'a fait aujourd'hui, 5 minutes, 10 minutes tous les jours. Que ça devienne vraiment aussi, encore une fois, comme aussi naturel que de se laver les dents. Vous prenez un moment, vous asseyez sur votre chaise, et 5 minutes, vous ne faites rien. Si vous voulez, c'est bien de vous aider de CD, parce que comme ça, il y a plein de CD qui existent aujourd'hui, ça vous aide, parce que les plages des CD, moi, mes CD, les plages durent 10 minutes, comme ça, vous suivez ce qui est dit, ça vous évite de vous demander est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, vous suivez la plage, et c'est une bonne manière de commencer et s'entraîner et pouvoir rentrer dans quelque chose qui peut devenir assez ordinaire et assez simple. Après, certains d'entre vous auront peut-être envie d'aller plus loin, de découvrir la pratique de la méditation, mais sans doute pas vous tous. Mais par contre, je pense que faire cet exercice de revenir à un sens de présence est extrêmement aidant aujourd'hui. Et vu l'augmentation du rythme effréné de vie que nous avons, ça deviendra de plus en plus une évidence. Et je pense que dans 10 ou 20 ans, quand vous vous souviendrez de la première fois où vous avez médité à l'ESSEC, ça vous fera sourire. Voilà. Merci beaucoup, Fabrice Midal.